Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir sur notre stand aujourd'hui, ce matin. Vraiment très content d'être là avec vous. Donc, bienvenue, je suis Marie-Claire Renaud d'Ecube, Senior Manager et spécialiste agriculture et alimentation chez KPMG. Alors ce matin, on va parler tech, et bon ça vous vous en doutez, et on va aussi parler agriculture et alimentation. C'est un secteur qui nous passionne chez KPMG, qui évolue très vite, on va en reparler tout à l'heure avec Renaud, et puis sur lequel voilà, on est très investi chez KPMG France, mais puis aussi dans notre réseau à l'international. Alors, nous avons le plaisir donc, ce matin d'accueillir Renaud Saïssé qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. Et je vais te laisser te présenter, Renaud. Très bien, merci Marie-Claire. Donc Renaud Saïssé, je suis président de la société Accro, qui est une jeune start-up française qui est spécialiste des alternatives végétales à la viande. Et donc toute notre mission, ça va être justement de végétaliser les assiettes et de le rendre le plus facilement accessible aux consommateurs. Merci Renaud, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Alors bon, beaucoup de choses à se dire aujourd'hui sur ce sujet. Je pense que ce qui est important de rappeler, c'est déjà que la tech, la recherche et plus largement l'innovation sont clairement tout investis en fait, pour faire évoluer le secteur qui bouge très très vite, vraiment de l'amont à l'aval. Peut-être en quelques mots, ce qui est important de rappeler, c'est que l'agriculture et l'alimentation rencontrent des enjeux évidemment conjoncturels qu'on connaît tous actuellement, et qui frappent du coup les professionnels de l'agriculture et de l'alimentation, mais également des enjeux structurels qui sont nombreux et qui sont très importants, d'une part au niveau du climat, au niveau de la crise des talents et de la transmission, au niveau de la raréfaction des ressources naturelles, etc. Donc j'en passe, bon, voilà. Donc ça c'est important et ça va faire écho aussi avec l'innovation qui vient en réponse à ces enjeux. En parallèle de ça, on a des attentes de nos consommateurs. Alors nos consommateurs, ils sont extrêmement complexes à comprendre. On a des injonctions complètement contradictoires en fait de la part des consommateurs. On est tous un peu peut-être même schizophrènes dans notre consommation en fait au quotidien. Et donc aujourd'hui, on a des critères d'achat qui sont historiques, qu'on connaît déjà, le goût, le prix qui drive plus de 80% et plus de 80% de personnes pour qui le prix est vraiment un des critères très importants. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la facilité d'achat, la sécurité alimentaire, voilà, qui sont des critères historiques. Face à ça, on a des nouveaux critères d'achat, des nouvelles attentes de nos consommateurs, dont par exemple la transparence, la personnalisation, on va y revenir ensuite, l'expérience qui est vraiment primée de la part de nos consommateurs. Et puis également, on a d'autres critères pour un certain segment de consommateurs en lien avec le caractère éthique et durable de ce qu'on consomme. Bref, j'en passe, mais donc tout ça pour dire que voilà, on a des attentes qui sont complexes, qui sont nombreuses, qui sont nouvelles et auxquelles l'innovation va répondre. Et donc face à ça, on a un certain nombre de grandes tendances qu'on peut observer. Tout d'abord, la nutrition santé. La nutrition santé, que tu connais bien Renaud, et tu pourras peut-être nous en parler un peu plus longuement tout à l'heure, qui est vraiment une des grandes tendances. On estime que d'ici 2040, la santé et la richesse en nutriments va devenir le premier critère d'achat de la part de nos consommateurs. Donc clairement un raz-de-marée sur les attentes de nos consommateurs. La nutrition santé, c'est quoi? Ça regroupe un certain nombre de choses. Donc ça va regrouper par exemple la traque des consommateurs pour les macronutriments. Vous connaissez sans doute tous par exemple l'application Yuka, qui est utilisée par 25 millions d'utilisateurs dans le monde. Ça va être aussi le fait que les consommateurs s'auto-éduquent à un certain nombre de régimes alimentaires. Le fasting, donc le jeûne intermittent, le keto par exemple, pour en citer un autre. On a également toute la révolution avec la recherche autour du microbiote intestinal et puis l'ensemble des biotiques, prébiotiques, probiotiques et maintenant même postbiotiques qui est encore à l'état vraiment de recherche voilà, dans notre univers d'alimentation. Bref, donc la nutrition santé est une grande tendance à suivre. La nutrition santé, c'est bien, mais ça ne répond pas à une question primordiale. Qu'est-ce qui est bon pour moi, Marie-Claire? Qu'est-ce qui est bon pour toi, Renaud, pour notre bien-être individuel? Et c'est là que vient en jeu la nutrition personnalisée. Et alors ça, c'est un thème qui nous passionne tous les deux. La nutrition personnalisée, c'est vraiment
la grosse tendance à suivre dans les prochaines années. J'ai la conviction personnelle que ça va complètement bouleverser à la fois la manière dont on consomme, mais également la manière dont les professionnels de l'alimentation et de l'agroalimentaire vont devoir faire évoluer les lignes. C'est quoi la nutrition personnalisée? C'est le principe de dire qu'il n'y a pas un régime alimentaire qui convienne à l'ensemble des êtres humains sur cette terre. Et donc à partir de là, on a en fait un trio qui se forme avec de la biochimie, 2 experts en nutrition, des experts en intelligence artificielle qui vont travailler tous ensemble pour en fait développer des produits qui nous conviennent individuellement pour améliorer notre santé et améliorer notre bien-être. Donc concrètement, aujourd'hui, on a des startups, mais également des grands groupes de l'agroalimentaire, on en parlait tout à l'heure, dont Danone et Bell, par exemple, qui font des recherches pour voir de quelle manière ça borde le mieux à leur marché. Et qui vont travailler en combinant des questionnaires individuels avec des recherches sur l'ADN, des recherches sur le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, c'est un état de recherche qui est extrêmement récent. 10 ans, on se disait tout à l'heure, Renaud, 10 ans de recherche à peu près, et qui a multiples applications, dont l'alimentation. Mais ça peut être aussi des analyses médicales de type analyse urinaire, analyse de sang, analyse d'ADN, je crois que je l'ai déjà cité. Donc bref, on a 3 principaux marchés sur la nutrition personnalisée, les compléments alimentaires personnalisés. On a également des entreprises qui vont venir faire des diagnostics et jusqu'à des recommandations. Et ça, typiquement, pour une poignée de centaines de dollars, aujourd'hui, on peut tous essayer à un instant T de comprendre qu'est-ce qui est bon pour mon alimentation, pour améliorer mon bien-être. Et après, on a des entreprises plus tech, software et hardware qui viennent soutenir l'ensemble de ces entreprises innovantes. Bon, il y a pléthore à dire sur ce sujet qui nous passionne. En tout cas, on n'est pas les seuls à penser que c'est un sujet qui va vraiment driver le secteur de l'alimentation. Le patron de Nestlé, déjà, nous disait l'année dernière dans une interview que ne pas aller sur la nutrition personnalisée serait, je cite, une erreur monumentale. Et d'ailleurs, eux se sont déjà investis sur le sujet. En 2019, ils ont racheté une société qui s'appelle Persona, de compléments alimentaires personnalisés. Alors, je passe à une autre grande tendance, la nutrition alternative. Alors ça, c'est un domaine que tu connais bien, Renaud, puisque ça regroupe du coup la nutrition, les protéines végétales, l'agriculture cellulaire, et puis tout ce qu'on appelle les nouveaux aliments. Alors vous connaissez sans doute bien les insectes qui font la une des journaux, des gros titres depuis déjà de nombreuses années, mais on a aussi d'autres types d'innovations, comme par exemple les protéines d'air, qui est un procédé vraiment en recherche qui permettrait de créer des protéines pour pouvoir créer ensuite de l'alimentation. Les protéines végétales, qu'est-ce que nous disent les statistiques? Renaud, c'était quoi? C'était 40% aujourd'hui des Français, je crois, dans un récent sondage IFOP. 41, oui, 41% qui veulent réduire leur consommation de viande et de poisson au profit de nouveaux régimes alimentaires. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les consommateurs flexitariens qui comprennent l'enjeu de réduire l'alimentation à travers les protéines carnées pour passer à la protéine végétale. Donc là, énorme tendance, comme vous le savez, ça c'est ce qui a glané le plus de levée de fonds là-dessus, également beaucoup de prises de parts de marché. On va le voir, il reste encore des enjeux auxquels il faut que l'entreprise réponde. L'agriculture cellulaire, de même, là, qui fait vraiment les gros titres, ça c'est vraiment un domaine passionnant. Alors, il passionne autant qu'il divise concrètement aujourd'hui dans le monde. On a 3 zones vraiment qui sont à la pointe sur ce sujet. Les États-Unis, comme souvent. L'Europe également n'est pas en reste. Et puis Israël aussi, qui est extrêmement à la pointe sur ce domaine de la tech dans l'alimentation. L'agriculture cellulaire, en fait, ça recouvre... alors, on n'est pas que à imaginer la science-fiction. C'était de la science-fiction en 2013, quand on a développé en laboratoire le premier steak haché pour un coût de, je crois, $300 000. Ça fait un peu cher le bout de viande, vous me direz. Alors, je crois que là, on est réduit à une centaine de dollars. Mais enfin, bon, ça fait quand même un peu cher, je trouve. C'est clairement en développement, mais ce que ça démontre, c'est que ça avance extrêmement vite. Aujourd'hui, en 2020, Singapour a fait une autorisation de mise sur le marché. Donc aujourd'hui, à Singapour, on peut manger du poulet qui est produit en fait en laboratoire. Mais ça touche aussi d'autres domaines protéines. Ça touche aussi le lait, le poisson. Pour citer que ces quelques exemples.
Les nouveaux aliments, pour finir peut-être sur cette tendance, donc notamment les insectes. Alors la France est extrêmement bien placée dans ce domaine. Vous avez peut-être lu dans les journaux l'entreprise Insect, qui est basée dans ma région d'enfance en Picardie et qui là est en train de construire près d'Amiens une giga usine verticale qui va être capable de produire plus de 100 000 tonnes d'insectes par an. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à la nutrition animale, mais pas que. Donc ça prévoit aussi de s'adresser à la nutrition humaine. Là-dessus, la société a levé plusieurs centaines de millions de dollars. Alors elle a des challengers, évidemment, dont Agronutris, pour ne citer que en France, mais également en Europe. En tout cas, bref, une nouvelle thématique passionnante et qui va, comme sur les protéines végétales, devoir répondre, je crois, tu nous en parleras après, à l'acculturation, à un besoin d'acculturation de la population. Donc voilà pour vous citer quelques tendances. Et après, ce qui est certain, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que la tech, elle est vraiment présente sur l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis vraiment la production jusqu'à l'aval, jusqu'à la manière dont on consomme. Parce que les consommateurs, en fait, aujourd'hui, ils se disent quoi? Ils se disent qu'est-ce qui est bon pour moi? Quels nouveaux produits j'ai envie de consommer? Et comment j'ai envie de les consommer? Donc, pour citer quelques exemples, et Renaud vous en citera d'autres dans son domaine d'application, on a aujourd'hui, je l'évoquais, des fermes high-tech, des fermes verticales, l'agriculture de précision, évidemment, au niveau de la production, qui nous permet d'avoir des rendements bien plus importants et qui permet aussi, qui est, je crois, un driver de ton activité, Renaud. On a également, au niveau du stockage, ou même de la réduction des déchets, je crois qu'il y a une start-up américaine qui aujourd'hui a inventé, alors je crois que c'est sous une forme de spray, un spray en fait qui permettrait d'être appliqué sur des fruits et légumes et qui pourrait doubler la durée de vie et qui est censé être inodore, incolore, etc. Donc là, on est carrément en prévention en fait au niveau du gaspillage alimentaire et ça, typiquement, ça joue vraiment sur la supply chain. Et ça va jusqu'à l'aval. Aujourd'hui, pour donner un autre exemple, on en parlait tout à l'heure, on a des entreprises, on a une entreprise, par exemple Dirty Lemon aux États-Unis, qui n'a aucun site en fait pour aller vendre ses produits. Aujourd'hui, eux, ils vendent par texto. Donc voilà, ça c'est une nouvelle pratique qui n'est pas du tout développée encore chez nous. Et donc ils ont une communauté et en fait pour commander ces produits, ce sont des boissons typiquement dans la nutrition santé. Pour améliorer notre bien-être, et vous voulez leurs produits, il faut faire passer la commande par texto. Voilà, donc des exemples, on en a des centaines à vous donner avec Renaud. Mais moi, ce qui m'intéresse, Renaud, c'est aussi de voir un petit peu comment ça se passe dans ton domaine d'application, donc sur les protéines végétales. Aujourd'hui, la tech, c'est votre ADN en fait chez Accro. Comment la tech vous permet, appliquée aux protéines végétales, d'inventer l'alimentation de demain? Oui, dans l'alimentation de demain, il y a un gros enjeu, c'est de réussir à diminuer notre consommation globale de protéines animales. On sait qu'aujourd'hui, c'est les plus gros impacts, c'est 14,5% à peu près des émissions de carbone liées à l'activité humaine. Et comme demain, la population va croître, on a des enjeux de croissance démographique, on devrait atteindre à peu près 10 milliards d'individus sur Terre à horizon 2050. Ça veut dire que si on continue sur le même régime, on va augmenter de 70% notre consommation de viande, avec les impacts climatiques qu'on imagine et auxquels on est confronté avec une actualité très récente en France. Donc notre enjeu chez Accro, c'est d'aider à cette transition vers une végétalisation des assiettes et une protéine végétale à la place de la protéine animale. Et c'est là où la tech va être intéressante, parce que tu en parlais tout à l'heure, les deux freins principaux qu'on retrouve dans l'alimentation, c'est le prix, qui est clairement, transversalement et historiquement un frein dans l'alimentaire, et le goût. Et le goût, ça a été le point de départ de notre aventure. C'est se dire comment on arrive à rendre la protéine végétale aussi bonne que la protéine animale. Et c'est là que la tech est venue nous aider. Donc on a énormément travaillé. Le premier enjeu, c'était de réussir à créer une fibre végétale finalement. Comment ça se passe dans l'élevage? On cultive à travers des champs des végétaux, du blé, du pois, de la luzerne. On la donne à manger au bétail qui va la digérer ses acides aminés et transformer cette protéine végétale en protéine animale. C'est un process qui est coûteux en énergie, en utilisation des sols, en eau. Donc tout l'enjeu de ce process technologique, c'était de réussir à se passer de l'animal et aller créer cette protéine. Donc comment on fait?
On récupère la protéine de pois, protéine de blé qu'on va chercher en France, en tout cas sur la marque Accro, proche de notre site industriel. On va la mélanger avec de l'eau et la pétrir comme une pâte. Et cette pâte, on va la chauffer, la monter en température. On va monter en pression également, un peu comme dans une cocotte minute. Et après, on va refroidir très progressivement, ce qui va faire que cette pâte va être étirée et ça va créer une fibre comme de la fibre de muscle, sauf qu'elle sera végétale. Et ça, on arrive à l'obtenir de façon assez spécifique et où on peut jouer sur ces critères de température et de pression pour reconstituer des fibres qui vont plutôt ressembler à la fibre de poulet, plutôt de la fibre de bœuf. Ça, c'est le premier défi auquel la tech nous a permis de répondre. Le deuxième, et ça a été un gros défi de toute notre équipe R&D, on a à peu près 15 ingénieurs et chercheurs qui travaillent chez Accro, et le but, c'était de réussir à retrouver le goût, l'aspect, la jutosité d'un steak, toutes ces sensations qu'on va avoir quand on consomme un steak, des filets de poulet, etc. Et comment le faire? Mais c'est en décomposant. Donc, ils ont travaillé en décomposant des milliers de steaks, de nuggets, de boulettes pour comprendre quels étaient les arômes, qu'est-ce qui faisait la couleur de ces produits-là, pour derrière la reproduire avec des extraits végétaux. Par exemple, sur la couleur, on va travailler avec du jus de betterave, des extraits de radis qui sont naturellement colorés, teintés en rose ou en rouge, qui permettent de retrouver la couleur rosée qu'on peut avoir dans la viande de bœuf. Donc ça, c'est un gros boulot de travail avec énormément de recettes. Pareil sur les arômes, pour décomposer quels sont les arômes de la viande, comprendre comment ils agissent dans notre palais et être capable derrière de les reconstituer avec du végétal. Donc gros défi. Et je dirais que le troisième, ça a été aussi de réussir à le faire en France. Parce que l'objet était justement d'amener de la tech en France. Et là, il y a des programmes quand même qui sont super intéressants maintenant, on peut le dire aussi, qui aident dans le plan de relance France à la transition végétale. Donc on a pu construire une usine qui est située pas très loin de ta région d'origine. C'est situé à Vitry-en-Artois, dans le Pas-de-Calais. Et on a construit cette usine en 1 an, ce qui était un record parce qu'on est quand même en période Covid et on sait toute la complexité. Cette usine est prête, donc maintenant on va passer sur une étape de commercialisation. C'est formidable, extrêmement inspirant. Je suis en train de voir le temps en fait qui est passé. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps pour poser des questions à Renaud ou est-ce qu'on passe aux questions directement? Un tout petit peu de temps encore? Super. On parlait alors du coup, quels sont vos grands défis là? Vous avez clairement là des défis de... Là, vous avez fait énormément de recherches, hein, tu me le disais la dernière fois. Donc là, vous êtes en phase vraiment de commercialisation à plus grande échelle. C'est ça. Ce qu'on voulait, c'était avant d'arriver sur le marché, d'être sûr d'avoir un produit qui est hyper convaincant. Il y a eu trop de produits qui ont été lancés sur l'alternative végétale, où quand tu les dégustes, il y a eu beaucoup de steaks, historiquement à base de soja, qui étaient assez rebutants et qui ne permettaient pas de faciliter cet accès à la protéine végétale et qui au contraire faisaient du mal à ces produits. Donc ce qu'on voulait, c'était avoir un produit qui bluffait à la consommation. Et ça, on sait qu'on l'a obtenu, on l'a testé auprès d'un panel consommateur assez large, plus de 150 consommateurs, qui nous ont évalué ce produit-là par rapport à l'univers concurrentiel, par rapport à la viande également. Et ce qui ressort de toutes les dégustations, c'est que ce produit est largement supérieur par rapport aux notes du marché et surtout est jugé comme bluffant par les consommateurs. Donc maintenant, on passe à cette étape de commercialisation en allant le développer dans tous les canaux de commercialisation, c'est-à-dire la restauration. Donc on commence des tests en restauration commerciale avec certains restaurants où on voit que le taux de prise, c'est-à-dire le taux de transfert sur ces alternatives végétales est bon, c'est-à-dire il est plus de 10% à remplacer le steak, ce qui est de notre point de vue déjà excellent. On intègre également la restauration collective et on se lance en grande distribution à partir de septembre avec une gamme sur des burgers, des boulettes, des nuggets. Excellent, on vous souhaite beaucoup de succès dans votre activité. Est-ce qu'on peut éventuellement passer à la phase de questions? Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée sur le futur de l'alimentation? Oui, monsieur. J'ai juste une question sur vous avez parlé de commercialisation, donc grand public. Sous quelle marque, tout simplement? Alors la marque sera la marque Accro, A2CRO. Voilà, c'est la marque qu'on lance, qu'on est en train de lancer et qui sera présente dans les linéaires à partir de septembre. Vous pouvez donner juste un ordre d'idée de prix? Alors le prix, c'est une très bonne question puisque c'est effectivement le deuxième point. Ce qu'on voit globalement quand même aujourd'hui, c'est que ça reste une barrière, le prix, pour passer à l'alternative végétale parce que les alternatives végétales étaient, il y a 2 ans, très hautes en termes de prix par rapport à la viande. Parfois 3, 4 fois, même 10 fois au tout début supérieur au prix de la viande.
Et ce qu'on voit, c'est que le prix de ces alternatives est en train de baisser, se rapproche du prix de la viande. Et on a une inflation en ce moment, ça n'aura échappé à personne, et qui est particulièrement forte sur la viande. Donc la courbe de la viande augmente, là où elle était plutôt stable sur ces dernières années. Donc le prix sera sur un niveau de viande de bonne qualité, on va dire. Et d'ici 1 an ou 2, on sera au même niveau que la viande. Très bien. Ce qui est là aussi la deuxième barrière après le goût à lever. Merci. Bonjour, merci pour toutes ces infos. Moi j'ai une question, vous avez mentionné tout à l'heure le besoin de trouver une alternative à la viande en vue de la croissance démographique et en particulier j'imagine dans les pays en voie de développement. Aujourd'hui les céréales ou le soja sont des commodités qui sont beaucoup tradées pour adresser ces marchés-là parce qu'il y a un besoin croissant de nourrir des animaux pour nourrir ces populations. Comment est-ce qu'on se projette avec de la viande qu'on fera, enfin de la plant-based viande, des protéines plant-based pardon, pour adresser ces besoins dans le futur? Est-ce qu'on imagine pouvoir les transporter et du coup que ça devienne une commodité ou bien que on se déplace, c'est-à-dire qu'on crée des entités qui vont subvenir à ce besoin-là de façon locale? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut transporter? Voilà. Je ne suis pas sûr d'avoir saisi la question. La question, c'est est-ce que ça deviendra une commodité, une matière première qu'on devra faire transiter aujourd'hui pour adresser les besoins du monde de demain? Ouais. C'est une excellente question. En fait, si on doit faire transiter des matières premières à travers tout le monde pour aller produire des alternatives végétales, ça fonctionne nettement moins en termes de bilan carbone. Donc tout l'objectif, c'est de regarder quelles sont les ressources locales qu'on peut avoir et qu'on peut exploiter en termes de végétal pour constituer ces alternatives. Et ça aussi, on l'a travaillé, c'est-à-dire que pourquoi on a utilisé le pois et le blé, c'est que justement, c'était présent autour de notre site de fabrication. En France, on cultive du pois, on cultive du blé. C'est des cultures qui sont favorables, qui sont peu demandeuses en termes d'eau et qui, par contre, ont un bon rapport de protéines. Donc, en fait, on va exploiter ces deux matières premières locales pour les transformer. On est dans un rayon de 200 à 300 km autour de notre site, directement dans notre usine. Et localement, il faut effectivement exploiter. Par exemple, il y a dans d'autres pays certaines matières végétales qui sont intéressantes pour leur imitation de la viande ou pour leur taux protéique, comme le jackfruit, par exemple, qui est utilisé en Inde. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher justement localement les meilleures ressources végétales. Merci beaucoup. Merci beaucoup Renaud d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si tous ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à aller consulter notre dernière publication KPMG, Futur de l'alimentation, découvrez l'assiette de demain. Elle est disponible sur notre site, ainsi que la série de 5 articles qu'on a développés autour de ces thèmes. Et puis on est à votre disposition pour répondre à vos questions ultérieurement. Merci beaucoup, merci pour votre participation.